Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on reprend le cycle Une langue des territoires et on avance un peu dans la réflexion autour de qu'est-ce que veut dire qu'écrire en français, qu'est-ce qu'une œuvre francophone, qu'est-ce qu'on peut appeler une œuvre francophone et pourquoi y a-t-il une distinction entre œuvre francophone et œuvre française. Alors, pour avancer dans la réflexion, je vais convoquer des recherches que j'avais eu à faire dans le passé pour mon mémoire en littérature comparée. Donc je précise que c'est de la littérature comparée parce qu'on n'a pas le même mode d'approche et d'expérimentation que la littérature dite moderne. En littérature comparée, on compare, en fait, on n'a pas de limite d'analyse des textes. En gros, les frontières ne sont pas des limites pour nous. Et du coup, on peut comparer ou étudier, analyser des œuvres, peu importe leur langue, et même si elles sont traduites. Alors bien sûr, c'est toujours préférable de savoir lire l'œuvre dans sa langue originale, mais même si c'est traduit, nous pouvons tout à fait travailler sur les textes. Moi, j'avais travaillé sur Romain Gary et Yasmina Khadra. Alors pourquoi? Parce que j'avais lu Ce que le jour doit à la nuit et de Yasmina Khadra, et très peu de temps après j'avais lu La promesse de l'aube. Et déjà, rien que les titres, dans ma tête, ça a fait « Ah tiens, il y a quelque chose de similaire ». Et puis ensuite, en m'intéressant au parcours des écrivains, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des similitudes. Alors déjà, dans le fait qu'ils écrivent tous les deux sous pseudonyme, sachant que Yasmina Khadra s'appelle réellement Mohamed Moulessoul, et Romain Gary qui s'appelle normalement Roman K-A-C-E-W, donc comme son nom est russe d'origine, je pense que c'est plus Kassev. Ils sont tous les deux nés en dehors de la France. Romain Gary est né à Vilnius, donc l'ex-URSS, et il est arrivé en France à 14 ans, tandis que Yasmina Khadra est née en Algérie, et puis il est arrivé en France bien plus tard que Romain Gary. Ils ont tous les deux fait partie de l'armée. Romain Gary a fait partie de l'armée française et Yasmina Khadra de l'armée algérienne du coup, et c'est aussi ça qui est intéressant puisque l'armée c'est la grande muette, normalement c'est celle qui ne parle pas, et ici on a du coup deux membres de l'armée qui s'expriment, et beaucoup. Le pseudonyme chez Yasmina Khadra en tout cas est une façon de contourner l'interdit de son statut. Les autres similitudes, bien sûr, c'est le fait qu'ils ont choisi tous les deux d'écrire en français, alors là même qu'ils ne sont pas français d'origine. Leur parcours, leur expérience du français est différente. Romain Gary a connu le français du coup déjà avant d'arriver en France. Sa mère en fait vouait une sorte d'amour à la culture française. Romain Gary, il a eu des cours de français avant d'entrer en France. Du coup, bon, après, à partir de ses 14 ans, en arrivant à Nice, il a bien sûr intégré l'école française. Et donc, pour moi, le français chez Gary, même si c'est pas sa langue maternelle, je la considère comme sa langue maternelle au sens strict, c'est-à-dire la langue qui lui vient de sa mère, parce que sa mère a vraiment tout fait pour qu'il soit francophone, français, et qu'il réussisse en tant qu'écrivain français. En tout cas, tel qu'il nous le raconte dans La promesse de l'aube. Moulessoul, de son côté, lui, il a appris le français dans l'Algérie coloniale et post-coloniale. Et du coup, il a grandi dans un pays dans un pays où on retrouve donc ce qu'on appelle la diglossie, c'est-à-dire que chaque habitant de l'Algérie parle plusieurs langues et parle une langue qui n'est pas la sienne. Bonjour Derrida. Voilà, ça c'est leur portrait robot. Enfin, au cours de mon mémoire, la question qui m'a vraiment, l'une des questions qui m'a agité un peu le cerveau, c'est pourquoi est-ce que Romain Gary est considéré comme un écrivain français alors que Yasmina Khadra est considérée comme un écrivain
algérien d'expression française, c'est-à-dire un écrivain francophone. Romain Gary et Yasmina Khadra ne sont pas à mettre sur les mêmes rayons. Alors attention, hein, je ne vais pas parler de leurs compétences littéraires à chacun. Moi personnellement, j'adore Romain Gary, pour moi c'est un virtuose. Yasmina Khadra, j'ai adoré à une certaine période, mais j'étais assez jeune. Puis en fait, au bout de 1, 2, 3 romans, j'ai commencé à me lasser un peu et justement, je pense que l'une des raisons, c'est son rapport au français. Donc du coup, revenons sur ce que je disais au préalable. On les mettrait pas dans le même rayon parce qu'on les considère pas forcément comme la même littérature. Comme si la littérature avait une nationalité. Du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, toi, Lamia, tu es arrivée en France à 6 ans. Est-ce que si demain t'écris un livre, où serait placé mon livre? Les mauvaises langues diront oui, écris-le, ensuite on verra. Mais la question est là. Où est-ce qu'il serait classé? Est-ce qu'il le mettrait du côté littérature francophone ou est-ce qu'il serait mis du côté littérature française? Je me pose vraiment la question. Du coup, en cherchant à droite à gauche et en lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une sorte de... Mais comment dire, quand on écrit un livre en français et qu'on n'est pas français, il y a comme une dévaluation de son écrit. On retrouve cette idée notamment dans ce qu'on appelle les études postcoloniales. Donc que je m'étais posée aussi, c'était est-ce que écrire en français, c'est écrire comme un français? Chez Romain Gary, lorsqu'on regarde bien, il y a pas mal de mots étrangers, notamment des mots russes. Il en intègre beaucoup. Mais les mots qui sont intégrés en russe dans le texte sont tout de suite explicités. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai appris le mot svoloch, il l'intègre dans son texte et 2 mots plus tard, il nous explique que ça veut dire salaud. Il met tout de suite la traduction. En gros, le texte indigène ingère tout de suite, assimile tout de suite l'étranger. Il n'y a plus d'étranger, du coup il n'y a plus d'étrangeté. Dans le texte de Yasmina Khadra, il y a très peu de mots en arabe. En lisant Khadra, j'avais l'impression, et peut-être que je me trompe, enfin peut-être que je plaque quelque chose, je ne sais pas, qu'il y avait une volonté de très bien écrire français, d'essayer de montrer aux colons, d'essayer de montrer à l'ancien colon qu'on maîtrise encore mieux sa langue que lui. Et du coup, ça donne un texte très boursouflé, avec des mots grandiloquents à des moments où on n'en a pas forcément besoin. Et c'est ça qui m'a lassée de Khadra, notamment. Et par contre, on retrouve des images qui sont étrangères. Par exemple, très souvent, il va comparer, je me souviens, des choses à du pain blanc ou à du pain de sucre. Et c'est pas des images qu'on retrouve en littérature écrite en français généralement. C'est pas des images qu'on retrouve... Enfin, on sent qu'il y a une autre culture derrière qui macère, en fait, qui a macéré le français et qui nous le redonne autrement. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'entendre sa langue comme si elle était étrangère, comme lorsqu'on lit une œuvre traduite dans sa langue et que du coup la traduction a un peu forcé la langue, l'a modelée, l'a déconstruite, et c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a quand même 2 façons d'écrire qui sont très différentes entre Gary et Khadra. Et dans leurs différences, on voit des manières divergentes d'utiliser la langue française. Du coup, cette année-là, de mon mémoire, j'avais eu l'opportunité d'assister à un cours de Madame Sophie Rabault. D'ailleurs, je ne sais pas si elle le fait toujours à l'université à la Sorbonne, qui s'appelle « Expérience de pensée ». Alors, qu'est-ce que c'est ? L'expérience de pensée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est procéder en littérature comme on procède en sciences expérimentales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va partir de postulats qui sont peut-être faux ou des hypothèses et qu'on va les appliquer, les appliquer à des textes comme si c'était vrai pour essayer d'analyser, pour essayer de retrouver dans le texte quelque chose d'intéressant. Enfin, quelque chose qu'on n'avait pas vu de prime abord. Je m'explique. Voilà, quand on prend un livre, quand on prend Zola, la première chose qu'on sait sur le livre, c'est qu'il a été écrit par Zola. On a 2-3 notions de Zola. Du coup, en rentrant dans Zola, on s'attend à retrouver du Zola. On sait qu'il est naturaliste, on sait que c'est le 19e siècle. Du coup, ce qu'on va lire, on va le lire à travers la grille du naturalisme. Et du coup, on va peut-être passer à côté de certaines choses. Alors que ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre un texte, enlever tout le paratexte, enlever toutes les informations qu'on a
et donner à lire à des étudiants ou à des personnes de passage le texte en leur disant voilà, je leur donne un texte de Zola, je ne leur dis pas que c'est Zola, je prends une page que personne ne connaît de Zola ou très peu et je leur dis ça c'est du Ronsard. Bon, là j'exagère un peu. Et du coup là on va lire le texte comme si c'était du Ronsard et on va trouver dans le texte du pétrarchisme, des choses comme ça. Et peut-être qu'on va pas du tout en trouver, hein. Mais si on en trouve, on va pouvoir se dire, du coup, une fois que tout le monde sait que c'est Zola qui l'a écrit, se dire qu'en réalité, je sais pas, un symbole de Pétrarque ou un symbole de la poésie courtoise en Italie se retrouve dans ce passage précisément de Zola. Ça ne fait pas de Zola un pétrarchiste, ok? Donc voilà, c'est à ça que servent les expériences de pensée, c'est à essayer de découvrir des choses qu'on n'arrive pas à découvrir parce qu'on a pris l'habitude, on a pris de mauvais réflexes en lisant les textes, en préjugeant les textes à partir des premières informations qui nous sont données, c'est-à-dire l'auteur, le titre, et tout ce que ça inclut, l'année, l'époque, le mouvement, etc. J'avais pris plusieurs textes pour mon exposé, parce qu'on devait tous faire un exposé. J'avais pris un texte de Assia Djebar, Vaste et la prison. J'ai pris juste le début. J'avais pris un texte de Pierre Loti, Asiadé, un texte de Romain Gary, du coup, puisque c'était mon mémoire, et un texte de Mouloud Faraoun, qui s'appelle L'anniversaire. Donc un passage à chaque fois, j'ai enlevé tout le paratexte et je leur ai dit voilà, tous ces textes sont des textes francophones. Pourquoi est-ce que vous pouvez trouver des indices textuels qui nous permettent de dire que ces textes sont francophones? Alors toutes les choses qui sont remontées, c'est oui, alors ce texte, notamment Assia Djebar, ce texte est francophone parce que la femme qui parle, elle parle de l'homme qu'elle aime en l'appelant l'aimer avec un 1 majuscule et du coup ça montre... ça rappelle les femmes africaines, nord-africaines qui sont dans une sorte d'adoration de leur mari. Ce qui m'a fait doucement rire parce que l'aimer avec un grand A dans Vaste et la prison, c'est l'homme que la narratrice aime mais qui n'est pas son mari. Elle est mariée avec quelqu'un d'autre et c'est en plus un homme plus jeune qu'elle, donc on n'est pas du tout dans le cliché, voilà. Pour le texte de Gary, donc je rappelle qu'il ne savait pas que c'était Gary, il trouvait que la mère avait un côté... très mère-poule à la nord-africaine. Certains même pensaient que c'était un passage de Driss Schreibi. Il y avait aussi dans un des textes que j'avais donné un texte où on retrouvait je me souviens qu'il y avait un jeu, J-E, une virgule, et puis ensuite le verbe qui arrivait. Donc c'était un effet de style auquel on peut souscrire ou pas. Mais certains ont cru du coup, enfin m'ont demandé est-ce que c'est une faute parce que la personne du coup ne maîtriserait pas aussi bien le français que ça. Voilà. Donc du coup c'était hyper intéressant de voir comment des clichés ressortent à partir du moment où on labellise un texte en tant que texte francophone. Et du coup la question qui se pose c'est jusqu'où la littérature peut-elle être nationale? Du coup, j'avais lu un essai de Patrick Corcoran qui disait que, alors je vais lire la phrase parce que je ne vais pas m'en souvenir, du coup que le mot francophone est utilisé pour une catégorie spéciale de personnes parlant français, occupant une position particulière, souvent inférieure en regard des personnes parlant français de la France métropolitaine. Et c'est là que le bas blesse. Ça veut dire qu'il y a une sorte de classification des œuvres, qu'il y a la littérature française et puis en dessous la littérature francophone, comme si le français, lorsqu'il s'échange, lorsqu'il traverse les frontières, était dévalué. Et Derrida lui-même avait dit « on entrait dans la littérature française qu'en perdant son accent ». Un autre critique disait, c'est Michel Beniamino, disait du coup que l'anomalie vient du refus des autres littératures et du rejet des œuvres écrites par des maghrébins et qui ne traitent pas principalement du Maghreb. Et c'est là, sur ça que je voulais terminer, c'est que tel qu'on conçoit la littérature francophone, il y a une sorte de perversion qui tend
à enfermer la littérature francophone dans un imaginaire néo-orientaliste. Et on attend une certaine couleur locale, enfin, on attend certains accents, certains thèmes, une certaine oralité de la langue. Donc on accepte l'œuvre francophone d'un maghrébin ou d'un africain, ou du moins une œuvre francophone venant d'un habitant d'une des anciennes colonies de France, si et seulement si il écrit comme on s'attend à ce qu'il écrive. Et d'ailleurs, et juste je terminerai avec ça, Yasmina Khadra, qui a pris du coup comme pseudonyme, il a eu plusieurs pseudonymes dans sa vie, le dernier étant Yasmina Khadra, et il a choisi par rapport au prénom de sa femme. Et beaucoup au début l'ont encensé parce qu'ils pensaient que c'était une femme maghrébine qui écrivait. Et du coup, là encore, on retrouve une volonté de vouloir faire émanciper, de vouloir tendre l'oreille parce que c'est parce qu'il y a une certaine particularité. C'est pas juste un arabe qui écrit, c'est en plus une femme arabe qui écrit, et du coup là il faut l'écouter parce que elle doit sûrement être isolée, enfermée, emprisonnée, soumise, et du coup c'est une victime, donc écoutons-la, donnons la voix aux victimes. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on écrit vraiment quand on écrit en français? Qu'est-ce que ça veut dire que littérature francophone? Qu'est-ce que ça veut dire que littérature française? Est-ce qu'on peut se désolidariser des territoires qu'on a colonisés? Est-ce qu'on peut s'en désolidariser de manière culturelle? Et puis pour ceux qui écrivent en français, depuis ces terres-là, qu'est-ce que ça veut dire pour eux qui écrivent en français? Pour qui écrivent-ils? Est-ce qu'ils écrivent pour les personnes avec qui ils vivent, enfin le peuple avec qui ils vivent? Ou est-ce qu'ils écrivent pour le peuple qui les a conquis? Ou est-ce qu'ils écrivent pour eux? Ça, c'est une question qu'on va aussi aborder dans la prochaine vidéo qui traitera de Assia Djbar et notamment de Vaste et la prison. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt.